Donc ici, on va voir, on va faire l'étude donc de la diode non polarisée. Bon, que signifie diode non polarisée? La diode, que signifie diode non polarisée? Tout d'abord, il y a le terme diode et le terme non polarisé, qui est le contraire de polarisé. Donc en fait, la diode, c'est un semi-conducteur. Voilà. Et on avait vu donc les conducteurs et les isolants. Voilà. Donc les semi-conducteurs, on retrouve, on avait dit que la bande de valence des semi-conducteurs était 4 électrons. Alors que les conducteurs, c'était inférieur à 4 électrons. Et les isolants, supérieurs à 4 électrons. Par exemple, si je prends le conducteur de cuivre, enfin l'atome de cuivre, le Cu, ben, il possède un électron de valence. Un électron de valence. Donc il est plus facile de donner un électron que d'en recevoir 7 pour réaliser la règle de l'octet. Donc en fait, on va dire que le cuivre est un conducteur. Voilà. Par contre, les isolants, ils ont 7 électrons sur leur dernière couche. Et s'ils ont 7 électrons, 6, 7 au-dessus de 4 en tout cas, par exemple, s'ils ont 7 électrons, ben, il est plus facile d'en recevoir un que d'en donner 7. Donc à ce moment-là, il sera plutôt... Donc le cuivre, comme il a un électron, il est plus facile d'en donner un, donc il sera donneur d'électrons. Et un isolant, par exemple, s'il en a 7, sur sa bande de valence, s'il en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est la bande de valence. Hein. Ça c'est la bande de valence, bien sûr. S'il en a 7, ben, il est plus facile d'en recevoir un pour faire la règle de l'octet que d'en donner 7. Donc il sera accepteur. Donc les accepteurs d'électrons seront plutôt des isolants, alors que les donneurs seront plutôt, je veux dire, des conducteurs. Donc aussi on aura des isolants qui auront ce type-là accepteurs d'électrons, alors que les conducteurs seront, je veux dire, donneurs d'électrons. Et le semi-conducteur est un état intermédiaire, donc en fait, il peut en donner 4 comme il peut en recevoir 4. C'est pour ça qu'on dit semi-conducteur. Il peut soit conduire ou ne pas conduire. Voilà. Alors, ici, on avait vu, je veux dire ici, qu'on avait plusieurs types de semi-conducteurs. On avait le semi-conducteur intrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire pur. Il contenait que, par exemple, si c'était un cristal de silicium qui est de valence 4, il n'y avait que du silicium. Donc c'était des cristaux purs. Maintenant, on pouvait avoir de l'extrinsèque. Et l'extrinsèque, on avait du SI qui pouvait se mettre avec un élément pentavalent. P c'est pentavalent. Par exemple le phosphore. Voilà, je mets du phosphore. Bon, le pentavalent ça fait 5. Le silicium est 4. Là, à ce moment-là, le silicium ayant 4 bras, s'il a 4 bras, le silicium, et que le phosphore en a 5, en fait, il y aura 4 liaisons possibles. Lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, et il va rester 1, 2, 3, 4, et lui avec lui. Voilà. Il va en rester un tout seul. Donc, ce sera un électron libre. Voilà. Ça, c'est le semi-conducteur dopé avec des éléments pentavalents. Donc, il n'y aura plus du silicium pur comme auparavant, qu'on appelait intrinsèque. Mais maintenant, on a augmenté donc, le nombre d'électrons libres, des porteurs. Ce qu'on appelle un flux de porteurs de type N. Pourquoi N? Parce que l'électron est négatif. Donc, c'est un type de porteur N. Voilà. Donc, on a créé du N
en mettant un dopage de phosphore par rapport au silicium. Voilà. Bon, maintenant, bon, ici c'est la même chose pour c'est la même chose pour le. Si je prends le ici de valence 4, si je prends un trivalent cette fois-ci, trivalent, oui, en fait ici, par exemple l'aluminium, si je prends l'aluminium est trivalent. Ben, ici, l'aluminium ayant 3 bras, 1, 2, 3, et le silicium ayant 4 bras, 1, 2, 3, et il va en rester un qui sera tout seul. Voilà. Il va avoir un bras qui sera tout seul. Et donc là, le bras qui sera tout seul, en fait, c'est ce qu'on appelle un trou. Il y a un trou. Et le trou est considéré comme étant une charge. Ici, l'électron étant considéré comme une charge négative, et le trou considéré comme une charge positive. Donc on va l'appeler ces dopeurs, enfin ces éléments atomiques mélangés de silicium et d'éléments trivalents, c'est ce qu'on appelle donc des dopeurs, des semi-conducteurs de type P. En fait, dans les semi-conducteurs, il existe les semi-conducteurs donc intrinsèques, hein, purs, mais ce qu'il y a avec l'intrinsèque, c'est que on n'a pas beaucoup de charge. On n'a pas beaucoup de charge volatile au niveau de la bande de valence. Donc, c'est comme si on avait une résistance, une grande résistance. Donc, pour augmenter la mobilité des porteurs, c'est-à-dire diminuer la résistance pour que le courant passe, les porteurs circulent mieux, à ce moment on dope et on diminue la résistance. Donc ici, la résistance est plus petite ici, la résistance est plus petite ici, fatalement parce qu'on a inclus des porteurs de charge. Contrairement ici, la résistance est grande. Donc ici, du silicium, c'est pas beaucoup conducteur. C'est pas beaucoup conducteur. Donc pour le rendre plus conducteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le doper, soit en atome, en élément atomique trivalent ou pentavalent, soit pour créer un semi-conducteur de type P ou un semi-conducteur de type N ou un semi-conducteur de type P. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui est pentavalent? Bon, ça, il faut aller voir le tableau de Mendeleev. Les pentavalents, on a l'arsenic, l'antimoine et le phosphore, par exemple. L'arsenic, l'antimoine, le phosphore, qui sont pentavalents. Et en trivalent, on a par exemple l'aluminium, le bore, on peut retrouver aussi le gallium. Voilà. Donc tout ça, c'est pour augmenter la conduction des porteurs, et on définit différents types de semi-conducteurs. Voilà. Alors, ici, oui, il faut savoir que si je prends l'extrinsèque dopé, si je prends l'extrinsèque dopé N, donc si je prends un semi-conducteur extrinsèque dopé N, celui-ci, donc avec du phosphore, de l'antimoine ou de l'arsenic. Ici, je travaille avec le phosphore. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, on a des bandes de internes. Par exemple, si je prends un conducteur et non pas un semi-conducteur, ben, si je prends le cuivre, il a 29 protons, donc 29 électrons. Et on avait indiqué que la première couche, on avait 2 électrons, la deuxième, on en avait 8, ça suivait une règle de n carré, et puis on en avait 18, voilà, et puis on avait la couche de valence, et la couche de valence donnait un électron. Voilà, ça c'était pour le conducteur cuivre, pas le semi-conducteur, hein, le conducteur cuivre. Donc ici,
tous ces électrons de bandes internes, au niveau énergétique, c'est ces bandes-là. Donc la bande énergétique là, c'est celle-là. Et puis on a une autre, puis encore une autre. Donc on en aura 3. Et puis après on aura la bande de valence. Voilà, la bande de valence qui est celle-ci. Et puis on a la bande de conduction. Voilà. La bande de conduction. Voilà. Mais il faut savoir que là, il y a des électrons libres. Voilà. Il y a dans la bande de valence, il y a des électrons libres. Donc ils peuvent sauter de la bande de conduction. Ah non, ici, la bande de valence et la bande de conduction, elles sont justement juxtaposées. Elles sont juxtaposées pour les conducteurs. Alors que pour les semi-conducteurs, elle est séparée par une bande interdite. Donc on saute. Voilà. Donc ça c'est pour les conducteurs. Ça c'est pour les conducteurs. Donc on avait les électrons libres. On avait les électrons libres. La bande de conduction était juxtaposée avec la bande de valence. Voilà. Ça c'est la bande de conduction. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que les électrons libres sont dans une bande de valence. Il n'a pas quitté l'électron. Donc on ne peut pas dire que c'est un ion. Ça reste un atome. Ça reste un atome. Tant que l'électron n'a pas quitté, je veux dire, son monde intérieur, il est atomique. Bien qu'il se situe dans une bande de valence, et que voilà, je veux dire, il reste dans son... Pour qu'il soit ion, il faut qu'il saute, je veux dire, tout ça. Que l'électron parte, se détache, je veux dire, de l'atome. Voilà. Et il en est de même pour les semi-conducteurs. À la différence près. Bon, à la différence près que les semi-conducteurs ont la bande de conduction qui est plus éloignée et il y a une bande interdite. Bande interdite ici. Ça, c'est une bande interdite et que, bien sûr, l'électron libre, pour qu'il devienne conducteur, il doit sauter cette bande interdite pour aller dans la bande de conduction. Voilà. Et donc ici, encore une fois, on n'aura pas d'ion. Hein. Il n'y aura pas de présence d'ion. Il faut que, comme je l'ai dit, l'électron quitte le monde atomique. Donc cette bande de conduction, une fois qu'elle a quitté cette bande de conduction, je veux dire à ce moment-là, on est en ionisation. Mais ici, c'est pas le cas. On est toujours dans, je veux dire, dans le monde dans le monde atomique. On n'est pas dans l'ionisation. Voilà. Donc ici maintenant, on va voir. Bon. Donc en fait, on a dit qu'il existait des semi-conducteurs de type P et des semi-conducteurs de type N. Que contenaient les P? Mais les P contiennent, donc il est positif, ils contiennent des trous. Majoritairement des trous. Beaucoup de trous. Et les trous, on a dit que c'était des charges positives. Attention que ce n'est pas des ions. Hein. Ce ne sont pas des ions. Ce sont des trous. Voilà. Bon. Mais il y a aussi des électrons, mais minoritaires. Il y en a très peu. Et encore une fois, ce n'est pas des ions. C'est toujours dans les cristaux atomiques. Donc en fait, il y a toutes des liaisons covalentes. Et en fait, ils n'ont pas perdu leur charge, en fait, quelque part. Bon, le N. Mais le N, c'est constitué d'électrons. Dopé de beaucoup d'électrons. En fait, tout est dans le dopage. Dans le nombre de... En concentration. C'est en concentration par rapport aux molécules de
constitué de SI de P. Voilà. N'oubliez pas qu'on a un P entouré de 4 SI. Hein. Voilà. Pour un P, on a 4 SI autour. Voilà. Donc ici, il y a 10 exposants. Les P, 10 exposants 21 pour les P. Voilà la concentration en centimètres cubes. Concentration en P. Concentration en P. Enfin, je ne me rappelle plus les concentrations en fait. Il y a 10 exposants 21 et 10 exposants 16. Il y en a un qui fait 10 exposants 21 et 10 exposants 16. Et il y en a une qui est une zone plus grande, de 10 fois plus grande par rapport à... Mais en fait, je sais plus qui fait 10 exposants 21. Est-ce que c'est le semi-conducteur de type P ou le semi-conducteur de type N? En fait, il y en a un qui fait 10 exposants 21 et l'autre il fait 10 exposants 16. Voilà. En porteur, c'est-à-dire en dopage par centimètre cube. Voilà. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Niveau dopage. Oh, mais ça... Enfin, je ne me rappelle plus. Donc revenons à nos moutons. Oui, ici. Enfin bref, je ne sais plus qui était, je veux dire, plus dopé que l'autre. Mais je sais bien qu'il y en a un qui fait 10-21. Je ne sais pas si c'est le P qui fait 10-21 ou le N. Enfin bref. En tout cas, je sais bien que c'est 10-21 et 10-16. Donc ici, donc le N contient beaucoup d'électrons majoritairement et très peu de trous. Attention, j'attire encore une fois mon attention parce que tout va se jouer là-dessus. C'est encore, en fait, on a des cristaux covalents. Hein. Il n'y a pas d'ions. N'allez pas voir des ions parce qu'en fait, ils sont dans leur bande dans leur bande de conduction. Hein. Tous ces porteurs, ces flux porteurs sont dans des bandes de conduction. Donc, en fait, ils ne sont pas encore ionisés. Maintenant, si je mets une polarisation. Attention, je vois la diode non polarisée. Donc, normalement, je ne peux pas mettre de source de tension. Hein. Mais je vais en mettre une ici pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passerait si j'ai deux électrodes ici. Hein, je vais mettre le plus ici et le moins là. À ce moment-là, les électrons, les trous ici, à cause, les trous vont être attirés ici en fait, par les électrons de la charge ici. En tout cas, les électrons vont de droite à gauche. Ça, ce sont le trajet des électrons. Donc les électrons vont ressortir ici pour revenir au potentiel positif. Mais ces électrons ont été créés à cause des trous. Hein. Ces électrons ont été créés à cause des trous. Du fait qu'il y a des trous, hein, je veux dire, les trous sont je veux dire, recombinés par un électron. Et l'électron qui vient d'un atome à côté, bon, lui a laissé un trou, puisqu'il est passé d'un atome à l'autre, il a laissé un trou. Ce trou-là, je veux dire, il y a un électron qui va prendre la place de ce trou-là, et cet électron qui venant de l'atome précédent, je veux dire, lui laisse un trou, et etc. Et ça fait un courant de trous.
un courant d'électrons. Les électrons circulent. Voilà. De droite vers la gauche. Alors que les trous vont aller de la gauche vers la droite. Ça, ce sont les trous. Les trous vont aller de la gauche vers la droite. Mais arrivé ici, les trous sont recombinés par les électrons venant de la source. Donc ici, là, ici on a une recombinaison dans cette zone-ci. Les trous se recombinent. Donc, les trous ne passent pas par là. Il n'y a que les électrons qui peuvent circuler. Mais pas les trous. Les trous, bon, ils circulent jusque là. Ils vont circuler. Et autant dire qu'il y a beaucoup de trous parce qu'il est dopé majoritairement de trous. Voilà, donc il va avoir une forte circulation une forte circulation de trous. Voilà. Mais les électrons, je veux dire, internes, ici, qu'on voit, qui sont minoritaires, ben, ils feront un surplus de courant électronique. Et donc, ce courant-là, il vaut quasiment rien parce qu'il y a très peu de porteurs négatifs. Donc, en fait, il y aura très peu de porteurs dus aux porteurs minoritaires. Le courant dû aux porteurs minoritaires sera très faible, donc inconséquent parce qu'il y a très peu de porteurs minoritaires. Donc, le courant d'électrons passant de droite vers la gauche dû aux électrons minoritaires sera, je veux dire, très petit. Bon, maintenant, voyons ce qui se passe ici. Je remets une charge ici, une source de tension, plus moins. Ici, on a la même chose. Je mets deux électrodes. J'aurai la même chose. Tous les électrons ici vont faire quoi? Vont circuler. Donc, comme on a dit, de gauche à droite. Autant dire qu'il y en a beaucoup des électrons, parce que ici, j'ai tout des moins. Beaucoup de moins. Le semi-conducteur de type N est, je veux dire, fortement dopé en électrons dans la bande de conduction. Donc, en fait, il va créer un fort courant, en fait. Voilà. Et les porteurs des trous, ben, en fait, un électron va venir prendre la place d'un trou, il va se recombiner, etc. Et puis un trou devient... le trou laissé par un électron qui a quitté donc, sa bande de valence va venir former un trou, recombiner sur un trou, et etc. Donc le jeu de recombinaison, hop, il se recombine, je veux dire, de proche en proche pour se recombiner ici. Ici, on a une recombinaison. Voilà. Donc, aussi bien là que là, qu'est-ce qu'on a? On a une circulation de courant. Donc, autant dire que si je prends un intrinsèque, la résistance est grande. Et si je prends des extrinsèques, il y a une circulation de courant. Donc, s'il y a une circulation de courant, c'est que la résistance a diminué. Ici, j'ai une circulation de courant aussi, la résistance est diminuée. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de, je veux dire, d'utilité d'utiliser, bon, je veux dire, des semi-conducteurs pris à part, de type P, ou des semi-conducteurs de type N pris à part. Il n'y a aucune utilité, si ce n'est qu'on va se rapprocher de l'utilité d'une résistance au carbone. Résistance au carbone, avec, voilà, il aura une certaine résistance. Hein, on pourra l'utiliser comme résistance, mais bon, on ne l'utilise pas comme ça. Justement, l'astuce de tout ça, c'est qu'on a remarqué que quand je prends un semi-conducteur de type P, et de type N, attention que je ne mets pas de source de tension. Je ne mets pas de source de tension. Donc en fait, elle est dite non polarisée ici. Voilà. Donc je vais l'étudier au niveau sans polarité. Voilà. Donc, ouais. Autre chose, pourquoi dit-on diode? Parce qu'il y a deux électrodes. Hein. Deux électrodes. Voilà. Là, on mettra le positif. Ce sera l'anode. Et là, on mettra le négatif. Ce sera la cathode qu'on appelle K.
J'appelle K pour cathode. Donc on aura l'anode et la cathode. Donc une diode est composée de... C'est un composant à deux pattes. Voilà, à deux pattes. Et il faudra bien la polariser, hein, bien mettre le plus à un endroit et le moins à un endroit. Sinon, si on ne la met pas correctement, l'effet ne sera pas, je veux dire, recherché. Donc, la diode, contrairement à une résistance, la diode est polarisée. Elle a donc un placement bien spécifique. Si on inverse le placement, ça ne va pas, ça n'ira pas. Bon, enfin, bref, ici je ne polarise pas, je ne mets pas de tension. Hein. Bon, bien qu'on dit plus et moins, hein, on dit il y a deux électrodes, donc en fait c'est deux électrodes. Deux électrodes, c'est pour ça qu'on dit diode. C'est di de deux, ode c'est la diminutive d'électrode. Donc deux électrodes, c'est une diode. Voilà. Bon, alors maintenant, quand je joins deux semi-conducteurs de type P et N, et là se passe un phénomène justement qui va tout chambouler et qui va faire le composant électronique de la diode. Ouais, il faut savoir que les semi-conducteurs de type P et N, on en construit pas mal de choses. Hein. Transistors, circuits intégrés, thyristor, diac, triac, je veux dire, enfin bref, toute la panoplie de semi-conducteurs utilisés en électronique. Voilà. Comprendre ça, c'est comprendre beaucoup de choses au niveau des semi-conducteurs. Voilà. Donc ici, il va se passer quelque chose de très fondamental et qui fait justement tout l'artifice de la diode. En fait, ici on appelle ça jonction. Donc c'est une diode à jonction PN. C'est de la diode à jonction PN. C'est une diode de jonction. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Si je réunis donc un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici on avait dit que qu'est-ce qui est majoritaire ici? Ici, ce sont les positifs, donc les trous. Voilà. Qu'est-ce qui est majoritaire ici? Attention que les trous, ce sont des atomes. Hein. Des atomes, on va dire, avec des liaisons. Ce sont des molécules avec des liaisons covalentes. Voilà. Donc des molécules avec des liaisons covalentes. Et ce sont des atomes. On va dire ça, comme ça. Et là, on a quoi? Les électrons qui sont majoritaires. Bon, je ne mets pas... On retrouve ici des électrons hein, minoritaires. Et là, on retrouve des trous majoritaires. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, ici, quand on lie la jonction PN, à ce moment-là, on a une zone qui va se créer ici. C'est ça tout le charme de la diode. La diode, c'est exactement ça. Il y a une zone qui va se créer ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone désertée. Pourquoi la zone désertée? Parce qu'en fait, ici, les électrons, les trous vont migrer. Ils vont aller où? Ils vont diffuser dans tous les sens. Mais il y en a qui vont passer, de l'autre côté. Donc ils diffusent dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Donc quand on met un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N, on a une diffusion. Donc c'est-à-dire que les trous vont passer de l'autre côté, ils vont diffuser dans tous les sens, mais il y en a qui vont passer de l'autre côté. Et les électrons, ils vont diffuser dans tous les sens, mais il y en a qui vont passer de l'autre côté. Donc on a un échange en fait, il va y avoir un échange. Fatalement parce qu'on est en présence de charges positives, de charges négatives. Et là de charges négatives et là-bas de charges positives. Donc fatalement on peut se dire qu'il y aurait un échange électronique, une diffusion. Mais elle ne va pas se passer dans toute la région. Elle va se produire. Oui, elle va diffuser, mais le phénomène va avoir lieu juste à la jonction. Beaucoup plus à la jonction qu'ailleurs. Dans la jonction, en fait. Et donc,
quand ici un électron va se recombiner ici dans cette zone-là, un électron, supposons que j'ai du phosphore avec du silicium. On avait dit que là, on avait un électron. Bon, s'il perd son électron, il devient ion positif. Donc ceux qui sont ici, qui vont perdre leur électron par recombinaison avec les porteurs positifs, avec les porteurs, avec les trous, s'il y a une recombinaison due à la diffusion du plus vers les moins, les plus et moins vont se recombiner, ils vont donner des ions cette fois-ci. Ils vont donner des ions. Maintenant, si je prends le silicium, et on a toujours dit c'était de l'aluminium par exemple, trivalent. Là, on avait un trou négatif, positif pardon, on avait un trou. Au niveau atomique, supposons qu'il perdait son trou dû à une recombinaison. Il perd son trou, là il devient un ion négatif. Donc, par le truchement du jeu, que les plus vont aller vers les moins, là il va avoir une zone de recombinaison, une zone de création d'ions, hein, du fait que les électrons vont perdre leurs électrons de manière permanente, hein, et que, je veux dire, dans cette zone-là qui contient des trous, les électrons qui vont migrer vont, je veux dire, comment on appelle ça, combler ces trous. Donc ils vont devenir des ions négatifs. Voilà. Et ça, c'est que dans une zone bien précise. C'est une zone bien précise. Ce qui veut dire qu'ici, tout a été chamboulé. Maintenant, on a du permanent. Des charges permanentes. Contrairement auparavant, on avait des mobilités, je veux dire, hein, un jeu de mobilité qui n'était pas permanent. Donc ces charges sont permanentes. Ça veut dire qu'on a créé des ions là. C'est une zone d'ionisation due à la concentration des porteurs au niveau de la et au niveau de la concentration des porteurs, comme j'avais dit, 10, 21 et 10, 16 de dopage par centimètre cube. Et dû à cette fameuse jonction qu'on vient, je veux dire, mettre ensemble. Donc il y a un fameux jeu de, comment on appelle ça, d'échange électronique qui se fera de manière permanente dans une zone bien précise, qu'on appelle la zone désertée. Ouais, mais en créant ça, qu'est-ce qu'on a créé? Ben, on l'a vu. On a créé des ions négatifs qu'on appelle des anions et des ions positifs qu'on appelle des cations. Et en fait, on a créé ce qu'on appelle des dipôles. Ouais, mais quand on crée des dipôles comme ça, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, on a ce qu'on appelle un champ électrique. On a un champ électrique. Ouais, mais ce champ électrique va augmenter au fur et à mesure. Donc la zone va augmenter, mais est-ce qu'elle va augmenter éternellement? Non, parce qu'à un moment donné, il va repousser les électrons venant d'ici, et les trous venant de là, ils vont les repousser, donc en fait, le phénomène va se stabiliser. Le phénomène va se stabiliser. Donc, le phénomène de diffusion va se stabiliser jusqu'à un certain champ. Un champ bien précis. Et ce champ, en fait, c'est un champ qui est en volts par mètre, va donner une certaine tension U0. Ceci, c'est ce qu'on appelle aussi la barrière de potentiel. Pourquoi barrière? Parce qu'à un moment donné, quand la zone désertée est créée, avec ces dipôles, les dipôles vont faire en sorte qu'il y aura une stabilisation. Les électrons qui viendront ici ne passeront plus, ils vont les repousser. Les trous qui viennent de par là vont être repoussés. Donc, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? On aura, je veux dire, ce qu'on appelle une barrière de potentiel. Voilà, une barrière de potentiel, je veux dire, stabilisée à une certaine tension en volts. Donc le phénomène de diffusion, ce phénomène que j'ai expliqué va diminuer en fonction du champ. Et le champ va agrandir cette zone jusqu'au moment où on aura la stabilité. Donc là, à ce moment, il n'y aura plus de diffusion. Donc à ce moment-là, quand est-ce qu'on a, je veux dire, le maximum, c'est quand on aura une tension électrique de 0,3 volts pour la diode au germanium et 0,7 volts pour une diode au silicium. Voilà. Voilà, donc ça c'est le phénomène de diffusion qui se passe quand on met deux barreaux de type de semi-conducteur, un de type P et un de type N. Bon, il faut savoir que la diode, le symbole de la diode, c'est ceci. Donc on a l'anode ici et la cathode ici. Voilà, ça c'est son symbole. Donc il y a un truchement de charge. Tout est un truchement de charge, de jeu de charge, avec un phénomène qu'on appelle la diffusion. Donc c'est-à-dire que les porteurs, le flux de porteurs positifs ici, qui sont les trous, tendent à aller vers, à diffuser dans tous les sens, mais à aller dans la zone N, tandis qu'ici, c'est la même chose, ils diffusent dans tous les sens, les électrons diffusent dans tous les sens, et ils ont tendance à aller dans la zone P. Et du fait de ce truchement de ce jeu de porteurs, se crée une zone d'ions. Là, ce sont des ions permanents. Et donc, en fait, qui dit ion dit dipôle. Ici, on aura affaire à des dipôles. Et qui dit dipôle dit champ électrique. Donc, on a une zone avec un champ électrique et que le phénomène de diffusion va se ralentir en fond, et stabiliser se stabiliser à une valeur de champ bien précise. Et la stabilité se retrouvera pour un potentiel de 0,3 volts pour le germanium et 0,7 volts pour une diode au silicium. Voilà, donc ça c'est fort important. Si vous avez compris ce truchement de jeu de charge à partir de certains modèles moléculaires de cristaux, d'électrons, de trous et de phénomènes de division dans une zone bien précise, dans une zone très bien précise, ça explique en fait le point de départ de la diode. Pourquoi je dis point de départ? Parce que en fait je viens de voir la diode non polarisée. Parce que la vidéo suivante concernera justement la diode polarisée. Et que dans la diode non polarisée, on a un phénomène de diffusion. C'est la diffusion qu'on a. Voilà. Bon, alors maintenant, une dernière remarque dans tout ça. Je me rappelle plus, comment on appelle ça? Je me rappelle plus donc de la concentration qui était plus grand, P ou N, au niveau de dopage, mais comme je vais voir la diode polarisée, je vais vous le dire dans la vidéo suivante. Parce que je sais plus, il y avait 10 exposants 21 et 10 exposants C, c'est au niveau de dopage, mais je sais plus qui était 10-21, est-ce que c'est P ou N? Je ne me rappelle plus. Voilà, il y en a un qui faisait 10-21 et l'autre 10-16. Je vous le dirai dans la vidéo suivante. Voilà, je vous remercie.